Vanda Mastor, bonjour. Bonjour, Merci d'être là. je vous en prie. Vous êtes professeur de droit public, constitutionnaliste et vous êtes spécialisé au fil du temps sur une question assez précise. Comment les États organisent leur propre diversité interne? Les autonomies, les statuts particuliers, les régimes d'exception dans les systèmes unitaires. Un sujet qui, en France, a longtemps été traité comme une anomalie. Euh, Vous avez aussi travaillé sur les grandes autonomies européennes, le Tyrol du Sud, les îles Åland, le Pays basque espagnol, des cas qui fonctionnent, qui ont trouvé une forme de stabilité. Et vous avez publié des comparaisons, des analyses, des travaux qui permettent de sortir du débat franco-français pour regarder comment ça se passe ailleurs. Donc voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de faire le point, pas un débat, pas un plaidoyer, une conversation sérieuse sur ce que la Corse est juridiquement, sur ce qui se négocie en ce moment et sur ce qui est possible. Et surtout, ce à quoi pourrait ressembler si ça se construit bien. Donc on va y aller en 3 temps et on essaiera de rester concret. Ça vous va ? Parfait. Alors on va rentrer en matière simplement. Quand on dit que la Corse a un statut particulier en France, ça veut dire quoi concrètement pour les gens qui y vivent ? Qu'est-ce que ça change ou pas dans leur quotidien ? C'est malheureusement une excellente question à laquelle une juriste a du mal à répondre. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en principe, être des habitants d'une île ou un autre territoire est plutôt du ressort du politique. Et précisément, votre question est très bonne parce que dans ce débat actuel sur l'autonomie de la Corse ou quelque chose qui pourrait s'en approcher, souvent soulève la question suivante, mais qu'est-ce que ça va changer pour les habitants ? C'est-à-dire au quotidien, qu'est-ce que peut changer l'autonomie pour les habitants ? Et là, c'est vrai que j'ai au risque de vous décevoir, une constitutionnaliste n'a pas vraiment la réponse à cette question. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans les pays où l'autonomie existe, et où souvent elle a été arrachée de haute lutte après des années de revendications politiques, comme en Sardaigne ou en Sicile, rien n'est parfait, mais malgré les impuretés, si vous voulez, les habitants vous diraient que jamais ils ne retourneraient à ce qu'ils connaissaient avant. Et qu'ils sont quand même très attachés à leur statut d'autonomie, notamment pour ce qui est de la défense de la langue, on va dire, des cultures locales. Voilà. Après, pour tout ce qui est économique, ça, c'est une question qui est plus compliquée quand même à saisir. Dans la réalité matérielle, est-ce qu'il y a des domaines comme l'urbanisme, la fiscalité, l'enseignement, où la différence est tangible, ou est-ce que ça reste purement formel ? Non, elle est. Alors après, malheureusement, ça serait facile de vous dire, voilà, ça se passe comme ça quand on est autonome et comme ça quand on n'est pas autonome. Mais malheureusement, il n'existe pas une autonomie, mais des autonomies, y compris en Méditerranée. Si vous prenez l'exemple des îles, déjà, c'est-à-dire seulement les îles, et même au sein de ces îles, il y a des grandes différences. Donc vous avez cité quelques domaines, mais ça dépend. Ce n'est pas dans certaines îles autonomes, l'urbanisme, la fiscalité, le foncier, le linguistique vont dépendre entièrement de la politique de la collectivité autonome, mais dans d'autres régions autonomes, la justice ne va pas y être, voyez, la santé non plus. Donc là aussi, c'est à géométrie variable, si vous voulez. Pour recentrer sur la Corse, est-ce qu'un habitant de Bastia ou d'Ajaccio vit différemment du fait de ce statut par rapport à un habitant à Lyon ou à Bordeaux, par exemple ? C'est une question très difficile. Oui et non. Non, parce que nous sommes tellement différents. De facto, voilà, la Corse est une île, je n'entre même pas dans les autres arguments qui ne sont pas juridiques sur l'identité, la culture, etc. Mais déjà, et ça vous avez pu le remarquer, la preuve, vous faites une émission sur cette question, ça passionne les Corses. Donc peut-être, mais je ne suis pas ni sociologue ni anthropologue, mais ce statut particulier que nous avons depuis longtemps fait qu'il y a une connaissance très aiguë quand même de la part des Corses, juste de l'évolution institutionnelle. Écoutez, ça intéresse quand même beaucoup les Corses. Les Corses sont passionnés par la chose constitutionnelle, par l'évolution institutionnelle, mais est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est le statut particulier qui a fait que les citoyens se sont plus appropriés ces mécanismes, ou est-ce que c'est aussi des années de lutte politique, de revendications autonomistes ? Je ne sais pas. La Corse est une collectivité unique. C'est quoi concrètement qui change par rapport à d'autres territoires et plus particulièrement sur la Corse? Qu'est-ce qui a changé depuis cette collectivité unique, depuis qu'il y a plus de 2 départements? Alors déjà, vous venez de le dire, la suppression des départements, c'est une loi de 2015 qu'il a imposée et ça fonctionne depuis le 1er janvier 2018. Eh bien, la collectivité territoriale est devenue la collectivité de Corse. Donc il y a un changement, j'ai envie de vous dire déjà géographique. Il y a une assemblée de Corse qui est dans le même lieu que la collectivité de Corse.
Il y a évidemment des ajustements qui ont dû être opérés au niveau des personnes qui travaillaient au sein des deux conseils. Donc la fusion a changé quand même, pas seulement la question des compétences, je ne vais pas entrer dans les détails, mais aussi le paysage en fait, le paysage tout court, pas seulement institutionnel, même si, comme vous le savez, certains le regrettent un peu, ce qui n'était pas évident au départ, mais certains sont très nostalgiques des départements. Justement, la fusion des deux conseils généraux et de la collectivité territoriale, est-ce qu'elle a simplifié les choses ou est-ce qu'elle a surtout créé un changement d'architecture sans gain ou sans différence ? Bon, alors moi, évidemment, en tant que juriste, je trouve que ça clarifie beaucoup les choses, ça clarifie les compétences, ça unifie l'ensemble. Peut-être que ça nous aide aussi à gommer une sorte un peu de derby nord-sud. Bon, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais encore une fois, je sais aussi que beaucoup de personnes regrettent les départements pour une chose essentiellement, ils regrettent qu'il manque un maillon territorial, vous voyez, une sorte de proximité, notamment avec les élus. Et d'autres, plutôt les techniciens, déplorent aussi une certaine usine à gaz. Mais vous savez, l'usine à gaz en matière du droit des collectivités territoriales, la critique vaut aussi pour d'autres niveaux sur le continent. Il y a un millefeuille territorial qui est déjà difficile à expliquer à des étudiants qui sont déjà en 5e année de droit. Donc imaginez les gens qui ne font pas de droit ou même pas d'études. Hein. C'est pas très facile à lire. Est-ce qu'on peut mesurer des différences concrètes depuis 2018 sur certaines compétences comme les transports ou l'éducation ? Oui, bien sûr. Bon, déjà, il y a eu un on a rebattu des cartes quand même, malgré tout. Donc les compétences, bon, vous savez, l'évolution institutionnelle de la Corse, c'est très ancien. Ça commence dès les années 70. Et chaque loi, 82 notamment, 91, 2002, 2015, ont apporté à chaque fois une petite pierre avec des transformations, soit au niveau des compétences, soit au niveau des institutions. D'accord ? Et donc oui, il y a eu des changements. Il faut quand même savoir qu'au moment où nous parlons, la collectivité de Corse jouit tout de même de compétences très importantes. Donc c'est moi, il me semble ça plutôt clarifié en matière de tourisme, en matière d'éducation, en matière de culture, en matière de transport, vous l'avez dit, en matière d'énergie. Donc ça, bon, ce n'est quand même pas rien. Et on va dire que l'avantage de la fusion a été un petit peu de centraliser et de mieux identifier un point d'impulsion du pouvoir malgré tout aussi qui est la collectivité unique. Pour les gens qui ne seraient pas connaisseurs du sujet, si on devait placer la Corse sur une échelle qui irait de région ordinaire à quasi-État fédéré, où est-ce qu'on serait ? Et est-ce que c'est une position qui est stable aujourd'hui ou qui est par nature provisoire ? Alors très 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 loin de l'État fédéré déjà, mais malheureusement, votre question est pertinente puisqu'on a entendu le terme à propos de la Nouvelle-Calédonie assez récemment. Bon, ça c'est vraiment des effets communicationnels que je trouve graves, voire gravissimes, parce que c'est faux. Juridiquement, c'est infaisable, vraiment scientifiquement, constitutionnellement, et ça introduit beaucoup de confusion aussi dans l'esprit quand même des citoyens. Donc au niveau pédagogique, c'était vraiment catastrophique de parler de ça. Bon, donc sur l'échelle, si vous voulez, alors il y a d'ailleurs une différence de degré, mais aussi de nature pratiquement, mais on va rester sur une échelle. La Corse n'est pas une région de droit commun. Elle est une collectivité à statut particulier. Donc elle serait, voyez, à un petit degré, au-delà des régions de droit commun, mais en deçà des collectivités d'outre-mer qui ont un petit plus. Et après, derrière, plus loin, la Nouvelle-Calédonie est très, très loin, les États régionaux et fédéraux. Et qu'est-ce qui permettrait de mesurer cette différence et de sortir de cette entre-deux ? Excusez-moi, c'est une question en deux temps, mais... Oui. Donc du coup, et voilà, qu'est-ce qui la différencie avec une région classique entre guillemets, et qu'est-ce qui lui manque pour ressembler à un statut de la Polynésie française par exemple ou de la Nouvelle-Calédonie ? Alors on va prendre, c'est très pertinent de passer par ces deux temps. Ce qui la différencie d'une région de droit commun. Bon, déjà par exemple, nous avons une assemblée. Aucune autre région en métropole n'a une assemblée. Et nous avons non seulement une assemblée, mais nous avons aussi un président de l'exécutif qui est responsable devant elle. Donc ça, déjà au niveau de l'architecture, si vous voulez, c'est unique. Et s'ajoute en plus à cette architecture unique des compétences très élargies. La collectivité de Corse a des compétences plus élargies qu'une région de droit commun. Ça, c'est ce qu'elle a, le petit truc en plus, pour faire un clin d'œil à un excellent film. Et ce qu'elle a de moins par rapport, on va dire, à l'outre-mer. Je ne vais pas détailler volontairement, on oublie la Nouvelle-Calédonie. Ce qu'elle a de moins par rapport à l'outre-mer, c'est que la Corse, en réalité, si vous voulez, n'a pas les pouvoirs normatifs qui correspondent à cette architecture spécifique.
C'est-à-dire la Corse ne peut qu'appliquer quand même les règlements, si vous voulez, les lois de niveau national, mais elle ne peut pas elle-même, en tout cas, prendre une loi nationale et l'adapter à ses contraintes spécifiques. Je pense notamment à l'insularité. Tout comme, elle ne peut pas non plus, et a fortiori d'ailleurs, adapter elle-même directement une norme qui serait, si vous voulez, autonome. Elle n'a pas de pouvoir normatif, quel qu'il soit, autonome. Elle n'a qu'un pouvoir qui est secondaire et résiduel. Voilà. Bon, très très bonne transition parce que l'usage, il y a quelque chose qui revient souvent. Alors c'est une formule d'usage, hein, la France est une et indivisible, et en même temps elle reconnaît des territoires avec des règles différentes. Est-ce que la Corse force cette contradiction ou est-ce qu'il y a d'autres territoires qui l'illustrent mieux? C'est la force particulièrement, et c'est la raison pour laquelle elle peut demain devenir une figure de proue et entraîner dans son giron. Alors, tout dépend de comment vous voyez les choses. Ceux qui sont vraiment des craintifs de l'explosion de l'indivisibilité de la République vont vous dire c'est la boîte de Pandore. Si vous donnez à la Corse un peu plus que les régions de droit commun, les autres, dans son giron, vont vouloir la même chose, les Bretons, les Basques. Et à l'inverse, si on est pour décongestionner un peu le pouvoir, on peut dire, bien la Corse est un beau laboratoire, elle pourra après être figure de proue et faire exemple. Donc pour répondre à votre question plus précisément, donc déjà la République n'est plus une, et c'est très important, je le ressasse tout le temps dans tous les médias, et les gens me trouvent peut-être manomaniaque, je m'en fous, je ne m'arrêterai pas, parce que déjà chaque mot a un sens, et le mot une a disparu en 1946, parce que précisément, l'indivisibilité, ce n'est pas l'uniformité. Et le droit français permet déjà de prendre en considération certaines contraintes spécifiques de certains territoires. C'est évident pour l'outre-mer, la Constitution le dit, elle fait allusion aux populations d'outre-mer, elle fait allusion aux contraintes caractéristiques, aux contraintes particulières, mais aussi maintenant, depuis une autre loi nationale plus récente, on permet une certaine différenciation pour que les collectivités peuvent un peu s'adapter. Quand on est une commune de pêche dans un petit port de pêche breton, on n'a pas forcément le même profil qu'une mégapole ou qu'une station de ski en montagne, pour donner des exemples très concrets. Justement, le Conseil constitutionnel a-t-il déjà tranché sur cette tension ou est-ce qu'il laisse une marge d'interprétation? Alors le Conseil constitutionnel a une jurisprudence que l'on peut trouver peut-être rigide, je ne vais pas dire la Corse, on lit parfois ici ou là, surtout ici en Corse, que le Conseil constitutionnel serait anti-Corse. Il défend l'indivisibilité de la République en ayant une interprétation qui est quand même rigide et un petit peu dépassée. Parce que, maintenant les auditeurs, les téléspectateurs commencent à le savoir. En 1991, le Conseil constitutionnel a censuré la notion de peuple corse en disant le peuple corse, ça ne peut pas exister, il n'existe qu'un seul peuple, le peuple français. Mais il a dit ça en 1991. Ensuite, il y a eu des évolutions. La Constitution a été révisée, notamment en 2003, pour évoquer les populations au pluriel d'outre-mer, etc. Donc, il y a eu des entorses au principe d'indivisibilité qui, précisément, ne sont que des entorses et pas des violations. Donc oui, jusqu'ici, le Conseil constitutionnel n'a pas franchement été favorable à la différenciation de manière générale, mais il y a quand même des petits trous de souris dans lesquels il peut s'immiscer pour malgré tout ne pas censurer des évolutions. L'article 74 et les collectivités d'outre-mer montrent que la République sait aménager des exceptions. Pourquoi la Corse ne pourrait-elle pas en bénéficier sur le même fondement? Déjà, dès l'article 73, sont évoquées des possibilités, comme vous dites, d'adaptation, habilitation, qui permettent de tirer la conséquence de la spécificité des territoires. L'article 73, c'est l'article des départements d'outre-mer. L'article 74, c'est l'article des collectivités d'outre-mer. Ça va un peu plus loin, on va dire. Vous voyez, il y a vraiment un petit degré dans la liberté dont peut jouir au niveau normatif une collectivité. Pourquoi pas la Corse? Parce que la Corse a un gros défaut par rapport au pouvoir central. Elle est une région métropolitaine. Voilà. Et ça, c'est un argument qui est très fort pour le pouvoir central. C'est-à-dire, on a accordé beaucoup de dérogations à l'outre-mer parce que c'est l'outre-mer. C'est au-delà des mers. Et puis, c'est une histoire particulière, comme vous le savez aussi. La Corse a quand même une histoire qui est très riche, très singulière, puis qui n'est pas comparable avec l'outre-mer. Elle est à la fois très différente de la métropole et très proche géographiquement. Justement, le processus de Beauvau a relancé la question de l'autonomie corse. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment on en est arrivé là, les grandes étapes, les tournants et ce qui a vraiment bougé depuis? Oui.
Alors bon, déjà, tout commence vraiment dans les années 70, même fin des années 60, si l'on veut vraiment faire le récit de tout ça. Mais c'est important de le dire, parce que si vous voulez, chaque pierre posée à l'édifice de l'évolution statutionnelle de la Corse doit être pleine de gratitude envers les précédentes. Il faut vraiment insister. Il y a l'évolution historique, il y a eu des luttes, vous le savez, et puis après, il y a eu l'évolution juridique depuis vraiment les années 82. En ce qui concerne le processus dans lequel nous sommes vraiment partis en ce moment. Tout commence en 2022 où le président de la République demande à Gérald Darmanin, à l'époque ministre de l'Intérieur, de relancer les discussions suite aux événements dramatiques et aux violences qui ont eu lieu dans nos rues, de notre jeunesse, suite à l'assassinat en prison d'Yvan Colonne. Et ensuite, donc, une discussion a commencé. Et si vous voulez, c'est très classique d'ailleurs, je le dis parce que souvent les gens ont l'impression que les Corses bénéficient tellement de faveurs. Il y a toujours des accords politiques qui précèdent une évolution juridique. C'est l'histoire de la Ve République française, je me permets de le dire quand même. Et donc il y a eu des discussions entre les élus insulaires, tous les élus insulaires comme vous le savez, et le ministère de l'Intérieur. Et au soir, lors d'un grand soir de mars 2024, un projet d'écriture constitutionnelle a été arraché, on peut le dire. L'Assemblée de Corse ensuite l'a validé à la quasi-unanimité, moins une, comme dit Gilles Siméogne. Ensuite, en Conseil des ministres, un projet de loi donc, constitutionnelle pour réviser la Constitution a été déposé. Le Conseil d'État a émis un avis au préalable. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que le projet a été déposé sur le bureau du Sénat en juillet 2025. Puis le Sénat devait le discuter en octobre. Vous savez, la Corse n'a pas de chance. Il y a souvent des événements qui arrêtent les processus. À un moment donné, nous étions très bien partis en 2018. Et puis, il y a eu l'affaire Benalla, puis l'affaire du Covid. Bon, là, il y a eu la dissolution. Bon, voilà, une période quand même de grande instabilité. Donc, nous en sommes là. C'est en discussion. Ça devrait être rediscuté au mois de mai par les sénateurs, d'abord. On entend beaucoup parler de constitutionnalisation du statut corse. Qu'est-ce que c'est exactement et pourquoi c'est important et pourquoi c'est compliqué aussi? Alors, c'est encore une question très pertinente. Je vous félicite parce que effectivement, parfois, on se dit mais c'est ces monomaniaques, ces constitutionnalistes qui tiennent absolument à ce qu'on constitutionnalise. Alors, je vais essayer d'être très pédagogue. Constitutionnaliser, c'est gravé dans le marbre, donc c'est protégé. C'est donner quand même une assurance supplémentaire quand on veut sanctuariser quelque chose. Pourquoi? Et j'en reviens à la deuxième partie de votre question. Parce que précisément, pour réviser la Constitution, il faut quand même beaucoup d'obstacles à franchir. Il faut y aller. Donc, si vous voulez, en une phrase plus simple peut-être, ce qu'une loi fait, une simple loi peut le défaire demain. Ce qu'une loi constitutionnelle fait, il faut une autre révision constitutionnelle qui est très longue. La Constitution française est dite rigide, elle est très dure à réviser. Il y a un processus qui est très lourd. Par exemple, pour reprendre le projet d'écriture constitutionnelle, d'abord, ce que je vous ai dit, ça commence par le Sénat. Les deux chambres du Parlement, Sénat, Assemblée nationale, doivent d'abord adopter un texte en termes identiques à la virgule près. Et ensuite, le président de la République choisira ou de faire voter le projet par le Congrès, qui est donc le Parlement réuni dans les deux chambres à Versailles, et qui va devoir l'adopter à une majorité qualifiée des 3/5, qui est très dur à avoir. Même un président qui a une majorité confortable, il n'a peut-être pas forcément les 3/5, soit par le référendum. J'allais vous dire, est-ce qu'il y a une voie plus souple d'obtenir Non, parce qu'en fait, les deux sont durs. C'est-à-dire que si on veut constitutionnaliser le statut de la Corse pour qu'il soit à l'abri des vicissitudes politiques, et quand on voit comment va la France, le monde aussi en ce moment, voilà, il faudrait qu'on protège, parce que je tiens quand même à vous dire que demain, un président de la République qui serait vraiment très, on va dire, centralisateur peut très bien nous enlever ce que nous avons déjà. Sans même parler de ce que nous pourrons avoir demain. La collectivité de Corse peut ne plus exister, d'accord ? Bon. Donc, quand on veut constitutionnaliser, après, par contre, pour répondre à votre dernière question, le Congrès n'est peut-être pas plus facile que le référendum. Voilà, parce que vous savez aussi que souvent, dans l'histoire de la Ve République française, quand le peuple répond à un référendum, parfois, il oublie la question. Il oublie de dire oui ou non à la réforme du Sénat et il dit non à Charles de Gaulle, par exemple. Donc, ça pourrait aussi se transformer. Nous pourrions, nous, Corses, être otages aussi des questions de l'impopularité du président en place ou du futur président. Vous évoquiez tout à l'heure la censure du Conseil constitutionnel pour la reconnaissance du peuple corse. Est-ce que cette jurisprudence constitue encore aujourd'hui un obstacle pour des évolutions éventuelles ? Non. Parce qu'en fait, souvent on me répond oui. Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à tous. Ces autorités absolues de choses jugées, elles sont insusceptibles de recours.
Sauf que c'est trop oublié, trop souvent, que celui qui a le dernier mot en France, c'est le peuple. Et précisément, la légitimité du Conseil constitutionnel tient à ce qu'il n'a pas le dernier mot. Nous avons le dernier mot. Donc, cette décision qui fait jurisprudence, nous pouvons la contourner en révisant la Constitution, par contre. Puisque maintenant que le Conseil constitutionnel a dit « cette notion est contraire à la Constitution », toute loi, si vous voulez, loi ordinaire ou loi organique, qui consacrerait le peuple corse, elle serait censurée par le Conseil constitutionnel. C'est la raison pour laquelle la mention de peuple corse, elle doit être inscrite dans la Constitution. Pourquoi ? Et ça, si on n'est pas constitutionnaliste, on ne le sait pas, parce que le Conseil constitutionnel, par contre, ne contrôle pas les révisions de la Constitution, qui sont faites par ce qu'on appelle des lois constitutionnelles. Il s'est déclaré incompétent il y a déjà longtemps. Sur les grandes revendications concrètes, la langue, le foncier, la fiscalité, qu'est-ce qui est faisable aujourd'hui sans toucher à la Constitution et qu'est-ce qui coince ? Alors, c'est ce qu'on appelle ce qui est faisable à droit constant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire sans être obligé de passer par cette procédure qui, comme nous l'avons rappelé tout à l'heure, est très difficile de révision de la Constitution. Pas beaucoup de choses, en fait. Il y a des choses qui sont possibles, comme l'adaptation, dont on nous parle beaucoup. La Corse pourrait demain, la collectivité de Corse, adapter une loi ou un règlement national à ses contraintes spécifiques. Ça, en fait, à droit constant, c'est possible. C'est pour ça qu'il ne faut pas nous le vendre comme une grande avancée. Je parle du pouvoir central parce que ça ne serait pas une grande avancée. En revanche, imposer une fiscalité propre, imposer un enseignement obligatoire, immersif ou la co-officialité de la langue corse, ça, il faut passer par une révision de la Constitution. Ou alors, introduire un article dans la Constitution relatif à la Corse, autonome ou pas, et renvoyer à une loi organique. Une loi organique est une loi qui complète la Constitution, des petits détails qui précisément n'en sont jamais. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce qu'on avance ? Est-ce qu'on piétine ? Est-ce que l'instabilité politique nationale, justement, on en parlait tout à l'heure, a un effet direct sur le dossier ? Alors ça, c'est certain. Ça, c'est certain que, je suis désolée d'employer une expression populaire, mais souvent elles sont pleines de bon sens. On passe souvent à la trappe. Voilà. Et là, je vais sans doute choquer les miens, mais il y a des sujets qui sont aussi très urgents. La Nouvelle-Calédonie, je ne veux pas dire la Nouvelle-Calédonie plus urgente que la Corse, je ne dirais jamais ça. Mais il y a un vrai problème, une vraie impasse, parce que nous avons un titre de la Constitution qui est consacré à la Nouvelle-Calédonie, qui, au terme des 3 référendums, devait, comme vous le savez, plutôt aller vers l'indépendance. Et là, c'est une urgence vraiment absolue. Donc la Corse, malheureusement, c'est un peu l'histoire de notre île. Dès qu'il y a des vicissitudes politiques, des instabilités nationales, c'est vrai que le dossier corse repasse un peu au second plan. C'est vrai aussi, je vais peut-être choquer et je veux pas, c'est pas ce que je veux faire, mais malheureusement, quand tout va bien, vous aurez remarqué, quand nous sommes en paix, quand les élections se passent bien, le dossier n'est pas examiné en priorité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, vous m'avez demandé quand repart le processus à cause des violences de la jeunesse dans la rue suite à l'assassinat d'Ivan Colonne. Et donc, c'est quand même dommage d'être obligé à chaque fois de relancer le dossier corse pour répondre à la violence. Alors que quand on gagne des élections, quand je dis on, je parle de tout, je ne parle pas des nationalistes, je parle voilà, des élections. Que la Ve République ne comprend que le rapport de force. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui disent ça, et moi je ne veux pas le dire, parce que je suis enseignante, et je refuse de dire à mes étudiants que l'État ne comprend que la force. Je ne veux pas le dire, mais il est vrai que quand même, quand on est en période de paix, un truc tout bête, l'abstention est un fléau, d'accord ? On est en période électorale. Les Corses votent énormément, donc nous sommes des bons élèves en démocratie. Donc nous devons être des citoyens choyés parce que précisément, et puis nos anciens ont payé cher aussi pour certaines victoires. De Gaulle l'a dit lui-même. Y a-t-il des points d'accord déjà, des avancées sur lesquelles on ne reviendrait pas ou tout reste suspendu ? Alors, les avancées sur lesquelles, a priori, c'est ce qu'on appelle en droit l'effet cliquet anti-retour, c'est que la Corse devrait pénétrer la Constitution. Écoutez, je sais que ça peut vous paraître que symbolique, mais enfin, ça fait des années qu'on l'espère. Le mot Corse n'existe pas dans la Constitution. Il y a le mot Clipperton. J'ai rien contre l'île de Clipperton, hein, voilà. Mais puis comme il n'y a pas d'habitants, je ne vais pas être vexante. Mais qu'il n'y ait pas quand même la Corse, c'était problématique. Donc, a priori, on devrait avoir un article qui devrait reconnaître nos spécificités, qui devrait reconnaître le besoin pour la collectivité de Corse d'avoir un peu plus de liberté pour agir au niveau normatif. Comment, on ne sait pas encore, parce que vous savez, la discussion à l'Assemblée nationale, au Sénat, risque de grignoter beaucoup sur le projet actuel d'écriture constitutionnelle. Ça, on ne devrait pas revenir dessus. En revanche, l'inconnu, c'est est-ce qu'on sera vraiment autonome, c'est-à-dire
pourra-t-on faire nos propres lois? Est-ce qu'on aura un pouvoir normatif beaucoup supérieur à celui que nous avons? Est-ce qu'il y aura des fenêtres ouvertes sur la possibilité d'une fiscalité autonome, de revoir le foncier, le linguistique? Ça sera vraiment le nerf de la guerre. Et ça ne fait que commencer. On reviendra sur les projections un petit peu plus tard. On va voir déjà les exemples qui sont à notre disposition. Comme je le disais en introduction, vous avez étudié des autonomies qui fonctionnent. Le Tyrol du Sud, les îles Åland, je ne sais pas, ça se prononce comme ça, il me semble. Hein, oui. Les Pays ça s'écrit Basques, avec 2 petits ronds, mais sur le A. Le Pays Basque espagnol aussi. Est-ce qu'il y a un modèle qui vous semble proche de ce que la Corse pourrait être? Et qu'est-ce qui a fait tenir ces modèles dans le temps? Alors, le modèle le plus proche de la Corse, vous ne l'avez pas cité, ce sont les Açores. Et je vais exactement vous citer pourquoi, mais ce n'était pas évident, je vais vous dire pourquoi. Parce que dans les discussions sur l'autonomie, ce qui fait obstacle à chaque fois, c'est de dire la République française est indivisible. Bon, ce à quoi je réponds toujours, mais la République italienne l'est aussi. Et ça n'empêche pas de reconnaître une autonomie très poussée à toutes ces régions, et pas seulement d'ailleurs à ces îles, se dit en passant. Et donc, comme on brandit tout le temps cette indivisibilité, j'ai essayé dans mes travaux de ne pas toujours prendre comme exemple des États régionaux. La France n'est pas un État régional. La France est un État unitaire décentralisé. Mais il se trouve qu'au Portugal, le Portugal est pertinent pour 2 raisons. Premièrement, c'est un régime plutôt semi-présidentiel comme le nôtre. Et deuxièmement, ce n'est pas un État régional. C'est en fait un État plutôt unitaire, mais qui offre l'autonomie législative à 2 de ces régions. Pourquoi? Parce que précisément, ce sont des îles. Et donc, comme dans l'argument sur l'autonomie de la Corse, l'insularité n'est pas un petit argument, c'est un argument factuel, mais qui pourrait aussi devenir demain juridique. C'est la raison pour laquelle l'exemple me semble particulièrement pertinent. Parce qu'évidemment, l'Italie, si vous voulez, l'Espagne, le Royaume-Uni ont une tradition, pour ne citer que des États régionaux, je ne parle même pas des États fédéraux, comme l'Allemagne, la Belgique ou l'Autriche, ont quand même une tradition historique de nationalité, même de leur collectivité, qui est quand même très, très éloignée du modèle français. J'aimerais revenir sur les îles Åland. Elles sont souvent citées comme un modèle d'insularité réussi, bon, avec les Açores aussi apparemment. En quoi leur trajectoire est-elle transposable ou au contraire trop singulière? Alors déjà, pour la culture générale, un peu historique aussi de la Corse, les îles Åland, on les connaît parce qu'il y a eu un grand congrès sur l'autonomie qui s'était déroulé aux îles Åland, où il y avait Edmond Siméon et quelques élus quand ils étaient beaucoup plus jeunes. Donc ça, je le dis parce qu'il y a eu des travaux ensuite, les actes ont été publiés et c'est pour ça que la connaissance est venue à nous. Les îles Åland, c'est un peu comme les îles Féroé ou d'autres îles, ou le Groenland. Bon, le Groenland qui a fait la une de l'actualité il y a encore pas longtemps et on espère qu'il ne la fera plus pour les raisons que l'on connaît. C'est une île autonome. Typiquement, comme les îles Åland, comme les îles Féroé. Et ce sont des bons exemples parce que souvent on prend l'exemple des îles méditerranéennes dont nous sommes sœurs, notamment la Sardaigne, l'île sœur. Mais si vous voulez, les îles de la mer Baltique ou de la mer du Nord ou de l'Atlantique donnent aussi de très bons exemples. Ce sont des îles qui sont autonomes, mais qui sont partie prenante de l'État au sein duquel elles s'intègrent. Que ce soit le Danemark, la Finlande, il y a énormément d'exemples. En fait, l'Europe est essentiellement composée d'États, soit régionaux, soit fédéraux. Mais justement, à l'inverse, il y a des exemples qui ont mal tourné ou qui sont dans l'impasse. Je pense à la Catalogne, à l'Écosse. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces échecs ou de ce manque de réussite? Ils n'ont pas mal tourné. Déjà, ils n'ont pas mal tourné puisque précisément la Catalogne a eu des événements politiques qui ont fait qu'on essaye de plus la prendre pour exemple. Mais la Catalogne est une région autonome qui est tout de même la plus riche d'Espagne. La Catalogne est une des régions les plus riches d'Europe. Donc ça serait injuste de dire qu'elle a mal tourné, en tout cas économiquement non. Elle jouit de la co-officialité de la langue catalane, comme vous le savez. Disons, pareil pour l'Écosse. En fait, les 2 exemples que vous me donnez, ce sont des exemples de territoires qui sont déjà autonomes, mais qui revendiquent l'indépendance. Donc l'Écosse est en train encore de préparer un nouveau référendum. Il n'est pas exclu que ça vienne. Et comme vous le savez, la Catalogne n'a pas pu le faire parce que le tribunal constitutionnel a dit que le référendum était contraire à la Constitution. Mais ce sont pour moi, vous voyez, non, ça reste des bons exemples. D'exemples de terres autonomes et qui revendiquent fièrement leur autonomie. Il n'y a pas beaucoup de points de ressemblance entre un Écossais et un Anglais. Idem pour la Catalogne.
Je parlais du processus. Oui, pas, politique, oui. Mais vous avez raison, parce que vous avez raison d'en parler, puisque précisément quand je fais du droit comparé, parce que c'est ce que je suis, comparatiste, on me brandit ces deux exemples comme un chiffon rouge. Mais si je peux me permettre, l'autonomie peut être une fin en soi. Il y a des territoires qui ont toujours voulu être indépendants, donc qui continuent de réclamer leur indépendance. Est-ce que l'insularité change fondamentalement la donne ? Est-ce que le fait d'être une île justifie en soi un traitement différent juridiquement ? Oui. Et je me suis trompée au début de mes travaux. Ma première mission, je l'avais faite pour M. Diagobe. Après, comme vous le savez, Jean-Guy Talamogne et puis Gilles Siméon. Parce qu'au début, je ne voulais pas l'avancer. Parce que je voulais vraiment montrer que juridiquement, tout était possible. Et pour moi, l'insularité, c'était factuel. Et j'ai eu tort. Ce faisant, ce n'est pas que je me suis trompée non plus, disons que je ne le mettais pas assez en avant. Et en creusant mes travaux en droit comparé notamment, on a cité des exemples tout à l'heure, quand même, je me suis dit que l'insularité était souvent avancée dans les débats sur la revendication et sur l'obtention de l'autonomie par les îles, notamment méditerranéennes, pour ne citer qu'elles. Et l'insularité, en fait, oui, c'est vrai que philosophiquement, on le sait, les philosophes, certains d'ailleurs parlent de l'illéité plus que de l'insularité, c'est un état d'esprit, Montesquieu l'écrivait déjà, mais en réalité, l'insularité est un fait qui est tellement singulier qu'il en devient un argument juridique. Vous voyez ? Et je me souviens qu'un jour, un proche d'Emmanuel Macron m'avait dit, dans son cabinet, dans votre rapport, vous ne prouvez pas que l'insularité est un handicap. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que peu après, il y a eu une visite d'Emmanuel Macron qui a eu 3 heures de retard à cause de la tempête. Et je me souviens qu'en souriant, j'avais un peu taquiné le dit collaborateur en disant CQFD. Le président de la République, s'il a 3 heures de retard, ce n'est pas bien grave. Si vous êtes corse et que vous allez pour un entretien d'embauche et que les vols peuvent être annulés pendant 3 jours à cause des tempêtes ou même le bateau parce qu'il y a des grèves, là vraiment, c'est plus compliqué pour le citoyen lambda. Le droit européen reconnaît-il l'insularité comme un critère de différenciation et la France pourrait-elle s'appuyer sur ce cadre ? Absolument. L'insularité est un critère de différenciation. En droit européen, vous avez la distinction entre certains territoires, ce qu'on appelle les régions ultra-périphériques, je ne vais pas entrer trop dans le détail, et les pays et territoires d'outre-mer. Et l'insularité est précisée et elle est présentée comme un handicap. Et je n'ai plus par cœur la phrase de cet article du traité de l'Union européenne qui dit qu'elle entraîne de lourdes conséquences au niveau notamment économique. Et donc c'est vrai que se battre pour l'autonomie d'un territoire, en fait, renvoie aux 2 facettes de l'insularité. La facette négative, le handicap économique notamment, et la facette, parce que j'aime bien quand même insister là-dessus, lumineuse. L'identité. Nous sommes insulaires. Et ça nous distingue fondamentalement d'autres personnes au sein d'un même pays. Les îles britanniques, Malte, la Sardaigne, ont-elles obtenu des régimes spéciaux fondés explicitement sur leur insularité ? Absolument, mais pas en Italie, parce que quand vous lisez les travaux des constituants, c'est-à-dire quand les constitutions ont été adoptées, l'insularité était un élément très très fort au Portugal, très tôt, en disant que vraiment, il y a même l'exposé des motifs du statut des Açores est sublime, en disant que le portugainisme a laissé s'éclore l'asorianité qui est due notamment aux tempêtes, etc. Bon, ça c'est très significatif. Mais dans notre pays, non. Précisément, la Sardaigne, la Sicile sont des régions plus autonomes que d'autres. Elles font partie des 5 régions à statut spécial du raison de leur insularité, mais ce n'est pas très précisé en droit. Et pareil, par exemple, pour l'Espagne, mais quand même un peu. La Sardaigne et la Sicile ont un statut renforcé, pas parce qu'elles sont des îles, mais notamment parce qu'elles sont des îles. En revanche, en Espagne, pour les Canaries et les Baléares, ça n'a pas été très mis en avant. C'était des communautés moins historiques que le Pays Basque, par exemple, ou que la Catalogne. Qu'est-ce qui, selon vous, constituerait le mauvais scénario pour la Corse, celui qu'il faudrait éviter à tout prix, par exemple ? Alors ça, c'est pas à moi de le dire, c'est aux politiques. Il ne faudrait pas que la Corse n'ait rien, parce que les Corses sont dans une grande attente et depuis longtemps, et je ne parle pas que des résultats aux élections. Je parle aussi de toute cette pédagogie que nous avons faite autour, justement, du processus, des promesses. Il ne faudrait pas que les Corses aient des illusions perdues et se disent tout ça pour ça. Déjà, vous le voyez que ça commence un peu. On entend moins parler de l'autonomie. Bon, c'est vrai que là, les projecteurs sont plutôt sur les campagnes pour les élections municipales, mais il ne faudrait pas que la déception soit immense. Donc, le pire scénario, ça serait tout ça, pour faire un clin d'œil à un film de Lelouch, sauf erreur de ma part, mais ça serait ça.
Et après, j'ai presque envie de vous dire, chaque étape est bonne à prendre. Moi qui étais plus radicale au début, en disant il faut frapper fort. Parce que si on demande quelque chose de moyen, on n'aura rien. Parce qu'après, on sait que les parlementaires grignotent, etc. Et maintenant, peut-être avec plus de maturité, je parle de ma maturité par rapport aux travaux, je me dis, bon, chaque étape, là, est bonne à prendre parce qu'on part de loin. Parce qu'on part de très loin. Donc voilà, pas trop d'illusions, mais avoir quelque chose quand même. Et est-ce que le pire scénario, ce serait l'impasse, un statu quo qui s'éternise, ou au contraire une autonomie mal construite qui génère de nouveaux conflits? Eh ben, je ne sais pas. Je me pose souvent la question, je me dis, qu'est-ce qu'il faudrait, quelle est la meilleure chose pour l'intérêt général, tout simplement? Est-ce que c'est un article un peu tiédasse, qui ne donnera pas vraiment l'autonomie, mais plutôt un droit d'adaptation, vous voyez, version un peu département d'outre-mer, mais avec le mot autonomie qui serait quand même là. Et après, tous les juristes corses et politiques qui vont se déchirer en disant c'est la vraie autonomie, c'est pas la vraie autonomie. Bon, ça pourrait être vraiment très difficile à lire. Et dans ce cas-là, en général, le perdant, c'est l'état de droit. Vous voyez, voilà, ça serait compliqué. Ou est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux avoir tout de suite quelque chose de très lisible, très... Bon, ça, j'y crois pas trop, donc je sais pas. Vraiment, je suis pas Madame Irma. Je l'accorde dans la Constitution. Elle y sera, mais évidemment, si vous voyez le verre à moitié vide, vous allez dire, mais tout ça pour ça, avoir un bout d'os lancé aux autochtones, voilà, à chaque manifestation qui tourne mal, on relance des négociations pour aboutir à ça. Et si vous voyez le verre à moitié plein, vous vous dites, bon, bien, maintenant l'accord c'est dans la Constitution, maintenant il faudra travailler la loi organique, il faudra petit à petit, puis surtout aller au bout de nos compétences, et aller bien au bout de nos compétences, et rassurer les Corses surtout, plus faire de la pédagogie autour de ce qui se passe. Est-ce qu'on peut imaginer un scénario à la catalane en Corse si les négociations échouent ou si les attentes sont trop longtemps déçues? Mais ça, c'est évident, puis ça a déjà été le cas d'ailleurs. Voilà, donc notre histoire est la preuve vivante de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, c'est vraiment une histoire de valse à je ne sais pas combien de temps, mais bon, voilà, un événement violent en Corse, une réponse politique, des accords politiques, et après la déception de la réponse juridique. Et puis on recommence. Donc c'est certain que je ne sais pas trop comment les choses... je pense qu'il faut avoir confiance en nos élus, et c'est pas de la démagogie que de dire ça. Moi, je suis pour la paix, je suis pour la paix sociale, je suis pour que mes étudiants croient en la force du droit, je suis pour mes étudiants veulent rester en Corse, faire leurs études à l'université de Corse parce qu'ils croient en cette île, aux opportunités qu'offre cette île. Donc moi, j'ai un tempérament très optimiste, parfois naïf, mais je l'assume totalement. Je ne veux pas appuyer là où ça fait mal. Et je pense que quand même nos élus ont fait ce qu'ils pouvaient et qu'il faut quand même leur faire confiance aussi pour la suite, malgré tout. Dernière question, si vous aviez une carte blanche pour écrire un statut d'autonomie pour la Corse aujourd'hui, qu'est-ce qu'il contiendrait et comment on fait pour que ça dure? Alors, je l'ai un peu fait dans mon rapport qui est publié. J'aurais mis le curseur beaucoup plus haut, mais quand je dis ça, ce n'est pas une critique que je fais à nos élus, ni même au pouvoir central, puisque le projet d'écriture constitutionnelle est le résultat d'un consensus politique entre eux. Donc moi, c'est sûr que ça serait plus lyrique. Il y aurait un exposé des motifs beaucoup plus lyrique. J'insisterais beaucoup plus sur la force et l'histoire et la richesse de notre terre, de tout ce qu'elle a pu vivre dans ces siècles de souffrance et de modernité en même temps. Et sur l'article plus précisément, c'est sûr, j'offrirais à la Corse le pouvoir d'adopter ses propres lois dans un certain nombre de matières, sans jamais toucher aux régaliens. Ça, c'est sûr. Quelles seraient les 2 ou 3 clauses non négociables, celles sans lesquelles un statut d'autonomie resterait une coquille vide à votre sens? C'est très compliqué, là aussi, parce que déjà, il n'y a pas de définition de l'autonomie. C'est vrai que pour nous, constitutionnalistes, l'autonomie, c'est le pouvoir pour une assemblée territoriale d'adopter ses propres lois. Mais on peut vous dire, mais si la Corse peut voter des textes dans un certain nombre de matières, c'est peut être une forme d'autonomie. Bon, moi, j'ai souvent dit, donc je ne vais pas me dédire aujourd'hui, que l'autonomie est ou elle n'est pas. Donc pour moi, la seule autonomie qui vaille, c'est l'autonomie législative. Mais bon, si la Corse est autonome pour adopter des décrets de sa propre initiative, vous voyez, bon, ça peut être une avancée aussi. Donc je ne peux pas vraiment vous répondre parce qu'en réalité, et ça, il faut avoir l'humilité d'accepter que je l'ai appris aussi en avançant, en travaillant. Moi, j'avais un modèle très précis qui était celui de l'étranger. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis comparatiste. Et là, en ayant accompagné nos élus dans ce processus, je me rends compte qu'il n'y a pas une autonomie, il y a plusieurs autonomies peut-être.
Il y a des choses acceptables, des choses moins acceptables, mais ça sera au pouvoir politique d'en décider. Un mécanisme on en a parlé un peu plus tôt, hein, un mécanisme de révision est-il nécessaire pour adapter le statut dans le temps sans avoir à renégocier l'ensemble à chaque changement de majorité ? Alors, la question de la progressivité est importante, la question temporelle est importante. Donc déjà, effectivement, première chose, mettre un pied, vous savez, c'est comme les commerciaux quand ils mettent le pied dans la porte. Voilà, eh bien l'accord dans la Constitution, faites-moi confiance. Ça, c'est le premier, c'est pas d'être trop obsédé par ça. C'est sécuriser ce que nous avons et sécuriser ce que nous pouvons avoir. Et ensuite, discuter du contenu d'un statut au niveau de la loi organique, évidemment. Et là, ça sera après. Et la progressivité est importante. C'est-à-dire, on n'est pas en train non plus de faire quelque chose pour l'éternité. Vous comprenez, les constitutions, comme disait un de mes collègues, n'est pas non plus une tente dressée pour le sommeil. Mais il faudra quand même peut-être réfléchir effectivement à ces notions de progressivité. C'était le cas pour la Nouvelle-Calédonie, typiquement. Voilà, est-ce que là, cette autonomie, est-ce qu'on commence par voir quelque chose ? Est-ce que dans 5 ans, on se retrouve pour faire le point ? Est-ce qu'on met sur place une commission pour observer que nous avons fait notre boulot ? Parce qu'après tout, nous ne sommes pas infaillibles. Nous non plus, peut-être que nous n'allons pas bien appliquer le statut qu'on va nous offrir. Donc, pourquoi pas un statut à échéance, vous voyez ? Ce pied dans la porte, il est atteignable avant 2027 ou pas ? Écoutez, il y a quelques mois, j'étais sûre que oui. Avant la dissolution, j'étais certaine que oui. Maintenant, quand même, je trouve que on a un budget, c'est déjà ça. Si vous m'aviez interviewé il y a encore 2 mois, quand même, je vous aurais dit non, mais de toute façon, pour l'instant, la France n'a pas d'argent. Donc, quand on n'a pas un budget, on peut pas avancer. Donc, c'est sûr que là, le contexte est quand même très compliqué. Il est très compliqué parce que s'ajoute à ce contexte national un contexte international dont on voit les conséquences à la pompe. Hein. Donc forcément, le moment est mal choisi et d'un autre côté, le moment est toujours mal choisi. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vécu... Enfin, le welfare state, d'accord, c'est toujours trop tard. C'est toujours trop tard. Donc c'est pour ça, il ne faut pas attendre. Là, il ne faut pas le faire maintenant. Écoutez, a priori, le projet était déposé en Conseil des ministres le 30 juillet 2025. Il était déposé au Sénat dans la foulée. Au mois d'octobre, c'était un peu relancé. Nous sommes au mois de mars. D'après nos élus, la discussion devrait reprendre au mois de mai, devant le Sénat tout d'abord, avec l'Assemblée nationale ensuite. Mais il faudra qu'avant l'été. Bon, moi, je pense que si ça doit passer au Congrès, c'est envisageable avant la fin 2026. C'est envisageable. Je ne fais pas de paris, je suis nulle en paris. Ah non. On arrive à la fin de cet entretien. Est-ce que vous auriez une idée, un message à faire passer ? Sur vraiment l'évolution institutionnelle de l'accord, se rendre compte que quand même, nous avons bâti beaucoup de choses tous ensemble. Nous, nos anciens, qui se soient battus pendant la Première Guerre mondiale, qui se soient battus pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que c'était des arguments. Vous voyez, quand Michel Rocard dit à un moment donné « Jacobin, ne tuez pas la paix » et qui rappelle le nombre de morts qu'il y a eu en Corse, ça voulait dire ils ne sont pas contre nous. Ils sont avec la République française quand même, vous voyez. Donc, se souvenir de tout ça, de toutes ces grandes victoires, ces petites défaites, et que tous nos élus ont beaucoup agi pour l'intérêt de la Corse. Beaucoup. La droite, la gauche, les nationalistes, les autonomistes, les indépendantistes, les citoyens ordinaires. Quand je dis ça, c'est sans mépris aucun, au contraire. C'est ça. Réjouissons-nous quand même de tout ce que nous avons pu construire en très peu d'années. Les années 70, c'était hier. Voilà, donc, alors évidemment, pour certains, c'est trop lent, mais tout de même. Alors, oui, par contre, le pouvoir central ne nous répond pas assez, ça c'est une évidence. Je parlais plutôt des efforts que nous avons faits sur l'île. Écoutez, moi j'ai la chance maintenant d'être professeur à l'Université de Corse. Le paysage scientifique, universitaire, estudiantin, insulaire n'est plus le même que ce qu'il était quand j'avais l'âge d'être en première année de droit. J'aurais pu aller à Corté, j'ai pas été pour d'autres raisons, mais je veux dire quand même
quand même. Réjouissons-nous plutôt que toujours appuyer là où ça fait mal, et les dérives mafieuses, et les assassinats, et le niveau qui baisse, et les jeunes qui s'intéressent plus à la politique. Écoutez, on doit pas rencontrer la même jeunesse. Je ne sais pas ce qu'elle fait dans les bars. En tout cas, dans les effectéas de l'Université de Corse, je peux vous avouer que, comme on dit à Ajaccio, c'est une toque de jeunesse. Merci beaucoup, on restera sur ça. Toque de jeunesse. Merci.